Le plaisir est partagé, surtout quant à moi, de venir chaque fois devant vos postes récepteurs pour vous présenter notre journal de chaque jour. Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News Monde. Salut tout le monde et bienvenue dans votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique. Peuples africains partout, vous nous suivez ici en Afrique, Afrique australe, Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique Maghreb, Afrique de l'Ouest. Une fois encore, je vous dis vraiment merci. Pourquoi pas en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, même en Océanie. Partout dont vous nous suivez, une fois encore, soyez le bienvenu. Au sommaire, retenons que les stivistes panafricanistes Kemi Seba s'attaquent brutalement au président du Bénin, Patrice Talon, par rapport à sa politique et la France. Et de l'autre côté, la stiviste panafricaniste Nathalie Yambo s'attaque brutalement à la francophonie et dit que les présidents africains doivent bafouer la francophonie et le franc CFA. De l'autre côté, les RDC poursuivront leur coopération avec l'Ouganda contre l'A2F. C'est tout pour le titre. Une fois encore, soyez le bienvenu. Tout d'abord, avant de commencer, toujours avec notre proverbe, retenons que si vous trouvez une personne en train d'avaler des noix de coco en entier, vraiment ne vous étonnez pas, parce que lui, la personne, il fait confiance de son derrière. Pour vous annoncer notre premier numéro du journal, retenons que la stiviste panafricaniste Nathalie Yamba nous parle plus dans les détails sur la géopolitique, même la France-Afrique et l'importance de la francophonie. Selon elle, la francophonie n'a pas d'importance dans des pays africains. Souvent, son interview. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO, et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique
à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. De l'autre côté, après la déclaration de Madame Nathalie Yambo, le président français Emmanuel Macron répond aussi à Madame Nathalie Yambo. Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et le continent africain est à plus de 65%, à moins de 25 ans. Donc, vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation. On parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé aux pieds. C'est une réalité. Et il l'est avec la complicité d'une junte militaire russe. Je préfère être clair avec vous, c'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la désinformation, un projet politique financé par la Russie, parfois quelques autres, le français est attaqué parce qu'au fond, derrière lui, c'est la France qui est attaquée. Et donc, ce que nous devons faire, nous, c'est de continuer à réengager. Moi, la politique à laquelle je crois, je l'ai dit, c'est cette nouvelle approche que nous avons avec la jeunesse africaine. Celle aussi peut-être d'un président qui est d'une autre génération et qui consiste à dire « je veux bâtir les politiques de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, avec les Africaines et les Africains, avec la société civile, avec la jeunesse. Et je veux que ces politiques soient pleinement partenariales. Je veux qu'elles soient éducatives sur le climat, sur l'agriculture, sur le sport, sur la culture, qu'elles permettent de développer des projets. Nous réinvestissons, mais on le fait aussi de manière beaucoup plus respectueuse. On le fait main dans la main. Le stéphiste panafricaniste Kémy Séba, il lutte chaque fois pour l'anti-occidentalisation. De l'autre côté, il a aussi parlé à long et à large sur le président du Bénin, Patrice Talon, sur sa gouvernance et sa politique et son amitié avec le président français Emmanuel Macron. Souvent. La population béninoise a vu que l'armée française était dans de multiples mouvements sur son territoire. Elle a commencé à exprimer son opposition. Lorsque les militaires ont commencé à être repérés, il a été décidé par le haut commandement militaire français qu'il était peut-être mieux d'avoir des éléments noirs à leur disposition, plus nombreux, même si les instructeurs, entre guillemets instructeurs, les militaires français qui se déguisent en instructeurs restaient, des militaires français blancs, d'accord, mais il fallait qu'ils soient rejoints de plus en plus par des légionnaires noirs, qui est le service, quelque part, la milice privée du gouvernement français qui fait les sales besognes et qui recrute, nous le savons tous, beaucoup de noirs. Ces dernières recrues étaient présentes pour entraîner des populations, une partie minime de multiples ethnies, de multiples nationalités, qui se sentant ostracisées, d'accord, dans la zone des frontières, est entraînée par les militaires français, d'accord, et leurs affidés, pour pouvoir mener des attaques contre les gouvernements hostiles aux intérêts français. Vous savez, la stratégie de l'armée française, c'est de toujours créer des troubles, un peu comme un mafieux qui engage un casseur dans une boutique pour après venir jouer le shérif. C'est la stratégie du gouvernement français et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés. Ces informations, je ne me suis pas levé, ce n'est pas moi qui ai entraîné la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, c'est les autorités nigériennes qui nous ont transmis ces informations hautement sensibles, d'accord, expliquant les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas réouvrir les frontières.
Jusqu'à aujourd'hui, je ne perds pas espoir que tôt ou tard les frontières puissent être ouvertes, mais je ne vais pas le cacher. Tant que le gouvernement béninois sera soumis aux intérêts français, il ne pourra pas avoir de fin facile dans cette tension diplomatique entre mon pays et le Niger. Il est important que je rappelle aux certains idiots issus du camp Talon qui disent que, en opposant le président Patrice Talon à cause de ses liens avec la France-Afrique et avec l'oligarchie française de manière générale, je fais preuve de trahison vis-à-vis de ma patrie. Ces aliénés oublient-ils que leur héros, le général de Gaulle, a combattu le maréchal Pétain, qui s'était allié à l'Allemagne nazie? Oublient-ils que le général de Gaulle avait été qualifié de traître et d'apatride pour avoir combattu non pas son pays, mais avoir combattu le maréchal Pétain et s'être allié à l'Angleterre et aux États-Unis contre le maréchal Pétain qui avait pris en otage son pays? Hier, Pétain était allié à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, Patrice Talon est allié à la France-Afrique. Dans les deux cas, nous résistons à un système qui a décidé de se soumettre à l'oligarchie impérialiste prédatrice qui détruit tout sur son passage. Il est important que je dise que je m'inscris dans une lignée bien précise, celle de la décolonisation, de la déconstruction et de la cessation de l'oppression que connaît notre population. Je me bats plus que jamais pour faire en sorte que notre peuple puisse connaître une issue de sortie face à la vie chère, qui n'a jamais été aussi grande au Bénin. Notre peuple vit dans des conditions d'extrême pauvreté, pendant qu'une minorité se gave de champagne, parce que cette minorité a préféré le champagne pour quelques-uns plutôt que l'eau potable pour tous. Je me bats pour la libération des prisonniers politiques, Joël Aïvo et ma très chère sœur Reka Madougou, avec laquelle j'ai pu, de manière indirecte, échanger, et à laquelle j'ai promis que tôt ou tard, elle sera d'une façon ou d'une autre libérée. Je me bats pour tous les prisonniers politiques, et je me bats pour tous les exilés. Je me bats pour que le Bénin puisse être vu pour ce qu'il est, non pas un pays qui, comme Talon, a décidé de vendre notre terre aux étrangers. Nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Mais un pays qui, plus que jamais, prône l'autodétermination, la souveraineté et la justice sociale. Ce pays va réapparaître bientôt. J'en fais le serment au nom de Dieu Tout-Puissant et des ancêtres. À très vite. Toujours en Afrique, par rapport aux guerres imposées en Afrique centrale, la RDC poursuivront leur coopération avec l'Ouganda contre l'ADF. Souvent. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, poursuivront leur coopération militaire avec l'armée ougandaise dans la lutte contre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'annonce a été faite par le président congolais Félix Tshisekedi à l'issue d'une rencontre d'évaluation entre les deux parties les 10 et 11 octobre dernier. Cependant, la décision intervient alors que l'Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23 en RDC. Alliés à l'organisation État islamique, les djihadistes de l'ADF mènent des attaques contre les civils en Afrique de l'Est. Leurs attaques sont récurrentes de la RDC jusqu'en Ouganda malgré l'action conjointe des forces armées des deux pays. Selon la présidence congolaise, les instructions du chef de l'État sont claires. Il s'agit d'éradiquer l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Rendons-nous en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal présente son plan de développement pour l'année 2025. Le Sénégal présente son plan de développement pour les 25 années à venir dans un référentiel des politiques publiques intitulé « Sénégal 2050, Agenda national de transformation ». Il s'agit d'une promesse de campagne du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko en vue d'une rupture radicale avec le passé, selon les termes du gouvernement. Au pouvoir depuis avril 2024, les nouvelles autorités sénégalaises ont promis la fin de la dépendance à l'étranger et de la dette pour s'appuyer sur les ressources locales et le capital humain grâce à ce plan vanté vendredi dernier par le Premier ministre à l'occasion d'une visite dans un centre de formation professionnelle né de la coopération avec le Japon. À terme, la stratégie devrait permettre de réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant et atteindre une croissance économique annuelle moyenne de 6 à 7% selon les autorités. Restez dans ce même chapitre au Sénégal, retenant que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était devant le membre du gouvernement et même devant
le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Le document final doit faire l'objet d'une appropriation collective et d'une vulgarisation pédagogique auprès de toutes les forces vives de la nation, des partenaires économiques et financiers et de tous les potentiels investisseurs. Le référentiel de la politique économique et sociale qui sera présenté publiquement le lundi 14 octobre 2024 au CICAD constitue désormais le bréviaire des pouvoirs publics pour encadrer la conception de toute politique publique et de toute lettre de politique sectorielle. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. À partir de maintenant, rappelons-nous des péripéties qui nous ont amenés ici. Le Premier ministre l'a dit. Un programme, ça se défend. Des actions, ça se vulgarise. Et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Et nous devons tous le comprendre. C'est des choix, ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Ils n'ont pas à les répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons certes parce que c'est tout le gouvernement qui sera attaqué. Le président du Kenya, William Ruto, rencontre le premier ministre haïtien, souvent. Une visite officielle qui intervient dans un contexte tendu. Une semaine après l'attaque de Pont-Sandé en Haïti, qui a fait une centaine de morts, le Premier ministre haïtien Gary Conille est en déplacement au Kenya. Ce vendredi, il a rencontré le président William Ruto et rendu visite aux policiers kenyans. Les deux hommes se sont entretenus sur l'évolution de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Celle-ci a conduit au déploiement en juin dernier de près de 400 policiers kenyans à Port-au-Prince pour aider à lutter contre les gangs. Une force de soutien qui peine depuis à s'imposer sur le terrain et aussi à convaincre la population. Malgré les polémiques, le président Ruto a annoncé il y a un mois l'envoi de 600 policiers supplémentaires d'ici le mois de janvier 2025, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prolonger d'1 an le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Celle-ci rencontre pourtant des difficultés financières et logistiques qui prennent de l'ampleur. Sur les 600 millions de dollars de budget annoncés, seulement 60% ont été réellement déboursés pour l'heure. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Le peuple haïtien sont confrontés par beaucoup de massacres et du désordre dans les pays, retenant que le président kenyan William Ruto a rencontré son frère Ariel Henry pour parler de l'insécurité et trouver des solutions précaires pour cette situation. Souvent cette image. Les dirigeants du Kenya et d'Haïti ont appelé vendredi les partenaires internationaux à honorer leur engagement envers la mission de maintien de paix soutenue par l'ONU. En sortant de New York, nous avons eu des réunions très constructives avec plusieurs partenaires. Nous voyons de nouveaux engagements. L'Union européenne, par exemple, a doublé son engagement. Nous discutons également avec le Brésil et le Mexique. Comme cela a été dit, le Salvador s'est récemment réengagé le 3 octobre. Mais vous avez raison, nous aimerions voir une réponse plus rapide. Nous aimerions plus d'engagement et nous allons continuer à aller de l'avant. To push for it. Rendons-nous en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa échappé aux poursuites pour le Mafgate. Suivant. Pas de poursuite judiciaire contre Cyril Ramaphosa. Après 2 ans d'enquête, les procureurs ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas le président sud-africain soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. L'affaire a éclaté en 2022 lorsqu'un ancien responsable des services de renseignement et opposant au président Ramaphosa a déposé une plainte contre lui. Il l'accusait alors d'avoir tenté de cacher aux autorités le vol de 4 millions de dollars en espèces qui a eu lieu dans sa ferme située dans la province de Limpopo. Cyril Ramaphosa était aussi accusé de tentative de kidnapping et de corruption.
Malgré une enquête qui a duré près de 2 ans, la procureure de Limpopo estime qu'il n'y a aucune perspective raisonnable de condamnation sur la base des preuves contenues dans le dossier. En 2022, ce scandale avait terni l'image du président qui se présentait comme un fervent défenseur de la lutte contre la corruption. Rendons-nous maintenant en Afrique de Maghreb. Retenons que nouvel accident ferroviaire en Égypte, un décès et plusieurs blessés souvent. Nouvel accident. Restons toujours en Égypte. 12 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation routière. Un bus qui transportait les étudiants a fini sa course quelque part. Suivant. Au moins 12 morts et 33 blessés, tel est le bilan d'un accident de bus qui s'est produit lundi en Égypte, selon le ministère de la Santé du pays. Les blessés ont été transportés dans un centre médical de Suez. Si 19 d'entre eux ont pu regagner leur domicile le même jour, aucune information n'a filtré sur l'état des 14 autres. Le bus transportait des étudiants de l'université de Galala, située dans le gouvernorat de Suez, lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute. Si les causes de l'accident n'ont toujours pas été révélées, le conducteur a été arrêté pour des besoins d'enquête. Les accidents de circulation sont récurrents en Égypte. Ils font chaque année des milliers de victimes. En 2023, la route a tué plus de 5000 personnes, selon les chiffres officiels. Les excès de vitesse, la dégradation du réseau routier et la mauvaise application du code de la route, entre autres, sont souvent pointés du doigt. Au Tchad, la population annonce un boycott aux élections du 29 décembre de cette année. Des fortes violences et d'agressions, nous sommes en Martinique malgré tout le couvre-feu décrété par le gouvernement, mais la population dit non et doit vaguer à leurs occupations. Suivant. En Martinique, les violences persistent malgré le couvre-feu. Depuis jeudi, les autorités ont interdit tout rassemblement jusqu'au 14 octobre. Malgré les restrictions, les violences se poursuivent. Des voitures brûlées, des magasins pillés et des barricades en feu bloquent les routes. Vendredi, des manifestants ont envahi l'aéroport de Fort-de-France, forçant sa fermeture temporaire. Les manifestations sont nées en réaction à la hausse du coût de la vie. Le prix des produits alimentaires sur l'île est en moyenne 40% plus élevé qu'en métropole. Les manifestants dénoncent une situation intenable, marquée par des inégalités économiques. Ces tensions s'inscrivent dans une série de manifestations qui ont débuté début septembre. Elles reflètent un mécontentement profond dans l'île, où les inégalités économiques et sociales attisent la colère des Martiniquais. Au Zambie, la population subit de graves pénuries d'électricité dans la sécheresse ou manque d'eau. Suivant. C'est vraiment un défi, car ici, dès que l'électricité s'en va, l'eau cesse immédiatement de couler. C'est un vrai problème. Comme vous le savez, l'eau est essentielle. Et puis, l'autre problème, c'est les aliments dans le réfrigérateur. On doit les jeter. À cause des coupures de courant, les choses pourrissent dans le frigo. La Zambie dépend de Kariba pour diversifier notre mix énergétique. La dépendance à 85% de l'hydroélectricité est évidemment un risque, car il est nécessaire d'avoir un mélange d'énergie renouvelable et non renouvelable pour ne pas nous retrouver dans une crise comme celle que nous vivons actuellement. C'est ce que nous avons recommandé au gouvernement. Le barrage de Kariba est à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Construit en 1950, il devait fournir une source constante d'énergie hydroélectrique aux deux pays. Accord sur le bassin du Nil entre en vigueur malgré l'opposition de l'Égypte et de l'Ouganda. Il est désormais en vigueur.
L'accord cadre de coopération sur le Nil a été officiellement entériné ce dimanche. Ce texte établit des règles entre les pays riverains du fleuve pour une gestion durable de ces eaux. Signé par 7 pays, dont l'Éthiopie et le Rwanda, l'accord met en place une commission pour superviser cette coopération basée sur l'équité et l'utilisation raisonnable des ressources partagées. Cependant, l'Égypte et le Soudan, qui dépendent fortement du Nil pour leur survie, ont rejeté cet accord. Ils accusent l'Éthiopie, avec la construction du grand barrage de la Renaissance, de menacer gravement leur accès à l'eau. Ce débat illustre les tensions géopolitiques croissantes autour du Nil, alors que chaque pays cherche à sécuriser ses ressources vitales dans un contexte de demande croissante. Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. Rendons-nous précisément en Russie, le pays du président Vladimir Poutine. 24 pays ont confirmé leur présence au sommet des BRICS, souvent. La Russie annonce la participation de 24 pays au prochain sommet des BRICS, prévu fin octobre à Kazan. C'est le conseiller du président russe pour les affaires étrangères qui a fait l'annonce jeudi. Nous avons envoyé les invitations à 38 pays, y compris bien sûr les pays membres et les pays qui souhaitent coopérer avec notre organisation. 32 pays ont déjà confirmé leur participation. Je note que 24 de ces 32 pays ont confirmé la participation de leurs dirigeants. Отмечу, что из этих 32 24 страны подтвердили участие лидеров. L'Iran et la Chine font partie des pays qui ont confirmé leur présence à ce sommet, dans un contexte international très tendu avec la guerre Russie-Ukraine et le Moyen-Orient en ébullition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait la tour de l'Europe pour trouver des solutions suite à la guerre dans son pays. Suivant. Voilà une tournée européenne, on l'a vu, qui a commencé à Londres, à Paris où il a été reçu à l'Élysée, puis direction l'Italie, le pape au Vatican, enfin cette dernière étape avec l'Allemagne, le président ukrainien qui a rencontré le chancelier Olaf Scholz, l'Allemagne, parce que c'est là que devait se tenir notamment cette réunion de Ramstein, dans le sud-ouest de l'Allemagne, qui devait rassembler les alliés de l'Ukraine et faire le point sur l'aide sur une possible offensive en 2025. Mais finalement tout cela a été annulé pour cause d'absence de Joe Biden, qui est officiellement retenu à cause de l'ouragan Milton. Nous sommes aussi à un mois de l'élection américaine. Il ne va rien se passer côté américain d'ici l'élection, ça on peut d'ores et déjà le dire. Mais en tout cas, que dire de cette tournée européenne? Est-ce qu'il n'est pas un peu reparti bredouille, le président ukrainien? Bien sûr, toutes les capitales ont réassuré le soutien à l'Ukraine, mais il n'est pas reparti concrètement avec quelque chose. Non, il n'est pas reparti concrètement avec quelque chose, mais il a fait une tournée politique qui permet de réaffirmer la volonté aujourd'hui de l'Ukraine de dire qu'ils ont un plan de victoire et non plus un plan de paix. Ça met aussi ces différentes chancelleries au pied du mur en termes d'accompagnement sur du moyen long terme et pas sur du court terme. Et donc, ce qui est, j'imagine, ce qui s'est dit dans les différentes chancelleries et ce qui n'est pas venu forcément dans la presse. C'est par ce numéro que nous bouclons notre journal de ce jour. Mais avant tout, passons au rappel des titres. Les activistes panafricanistes Kemi Seba s'attaquent brutalement au président du Bénin, Patrice Talon, par rapport à sa politique et la France. Et de l'autre côté, l'activiste panafricaniste Nathalie Yambo s'attaque brutalement à la francophonie et dit que les présidents africains
doit bafouer la francophonie et le franc CFA. D'autre côté, les RDC poursuivront leur coopération avec l'Ouganda contre l'ADF. Et pratiquement arrivé à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention partout dont vous nous avez suivis. Merci aussi au peuple du monde entier. Merci aux peuples africains. Merci aux peuples européens. Merci aux peuples américains. Merci aux peuples asiatiques. Merci au peuple de l'Australie. Merci au peuple de tous les continents partout dont vous le suivez. Merci aussi à ceux qui sont abonnés dans notre chaîne. Mais je vous demanderai, si vous êtes nouveau, de consulter notre chaîne YouTube. Le Congo ne tombera jamais. KTG News en sigle. Et aussi de vérifier notre journal Sauvons l'Afrique pour ne rater aucune de nos informations. Restez branchés sur notre antenne et nos programmes. Quant à vous, je vous dis merci. Et merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vous demanderai de vous abonner, de liker et de commenter massivement nos vidéos. Quant à moi, je vous dis merci et au prochain numéro. Bye.